Sensibiliser la classe politique belge et européenne au drame que vivent les migrants d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Ouest et de l'Est en Libye depuis une dizaine d'années, mais aussi mettre en place des moyens et des stratégies pour exiger la libération de tous ces Africains vendus en esclaves, qui croupissent et qui subissent toutes sortes de tortures, de décapitations dans les prisons en Libye, qui travaillent dans les champs des fermiers libyens ou livrés à toute forme d'activité inhumaine et dégradante. Tel était l'objet de la rencontre du 21 novembre 2017 au Parlement bruxellois entre les membres de la Fédération des associations africaines et Mme Joëlle Milquet, conseillère spéciale du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et son équipe. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur l'accord établi entre l'Union européenne et la Libye pour gérer le flux migratoire, l'explication de la situation désastreuse des migrants d'Afrique noire, Cameroun, Gambie, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal majoritairement. Selon les chiffres de l'Organisation internationale de la migration, plus de 12 694, 12 694 personnes seraient mortes entre 2014 et juin 2017 sur les côtes libyennes. Des morts souvent provoquées par les ravisseurs et trafiquants d'organes humains armés. Pour vous donner quelques chiffres et en se référant au témoignage d'un miraculé qui a fait 5 fois la prison en Libye, dont nous ne citerons pas le nom, sur 15 bateaux de sauvetage, chacun contenant 120 personnes, seuls 7 arrivent à destination. Ces trafiquants n'hésitent pas à tirer sur ces bateaux qui vont alors couler, et c'est la mort assurée pour ces migrants. Plus tard, ces mêmes ravisseurs et trafiquants vont récupérer les corps au large des côtes pour réaliser leur basse besogne. Il n'y a pas de cimetière pour ces morts en Libye, décrit la même source d'information. Il y a eu des explications sur la situation présente des migrants en Libye, mais aussi des échanges sur les rencontres et actions concrètes à envisager dans les jours et semaines à venir. Nous avons recueilli quelques réactions des autorités politiques. C'est quelque chose de complètement abject qui ne devrait évidemment plus exister, qui n'aurait déjà jamais dû exister, et pour lequel on doit se mobiliser massivement. Parce que déjà, il y a une situation honteuse de la manière avec laquelle on traite les migrants, le nombre de morts en Méditerranée, si en plus, par ailleurs, on a les pratiques que vous décrivez au niveau de la Libye, on doit évidemment être debout et réagir. Et donc c'était l'objectif de cette rencontre, et je remercie vraiment la Fédération africaine belge d'avoir pris cette initiative, de sensibiliser les responsables et de voir ce que l'on doit faire maintenant pour faire bouger à la fois le gouvernement belge, l'Union européenne, pour voir comment à partir de leur accord avec la Libye, ils doivent pouvoir imposer la libération des personnes qui sont emprisonnés et puis parfois même vendus, trouver les moyens suffisants pour aider les ONG et aider massivement ces jeunes qui, souvent par désespoir, quittent leur pays d'origine, traversent l'Afrique, arrivent et se font complètement utiliser, vendre ou tuer avant même d'accéder à la côte ou alors en prenant les bateaux. Je pense que ça demande autre chose que simplement un accord de financement des gardes côtiers libyens, comme le fait l'Union européenne. Donc on doit avoir une vision humaniste des choses, et on est là maintenant pour faire bouger les parlementaires européens, les sensibiliser, les parlementaires belges, et voir comment on peut agir pour éviter ça à l'avenir. Il y a aussi les institutions onusiennes, les rencontres avec les ONG pour savoir aussi ce qu'elles demandent, elles qui sont sur le terrain, ce qui est le plus adéquat à exiger aussi en matière de type d'aide, pour permettre à ces jeunes de rentrer chez eux, de leur donner non seulement un accompagnement, mais en profiter pour leur donner des outils, une formation, etc., au lieu de les laisser être perdus dans ces emprisonnements. Donc voilà, en tout cas, c'est le début d'un processus, et je suis ravie que ce soit la Fédération africaine belge qui prenne ça en main. Keïta Abdourahmane, président de la Fédération des associations africaines, donne de plus amples explications sur l'accord établi entre l'Union européenne et la Libye pour gérer le flux migratoire, mais aussi donne quelques lignes d'action de sa fédération. Aujourd'hui, les gardes-côtes libyens reçoivent des subsides de l'Union européenne, mais nous ne savons pas ces subsides-là sont octroyés à qui et pour quelle fin. Donc, au bout du compte, on a des immigrés qui se retrouvent bloqués, vendus, réduits en esclavage par des factions rebelles qui n'ont aucune représentation
légales, mais qui reçoivent quand même des aides de l'Union européenne. C'est dans cette optique que nous sommes venus vers Madame la ministre Joëlle Milquet et ses collaborateurs pour pouvoir trouver un tremplin avec entre notre structure et l'Union européenne, les interpeller, n'est-ce pas, à titre institutionnel, quels sont les apports qu'ils apportent à ces factions rebelles qu'ils appellent vraiment gouvernement que nous ne reconnaissions pas en tant que tel, et à quelle fin? Et qu'est-ce qui peut, au jour d'aujourd'hui, être présenté aux yeux de l'opinion publique pour un peu diluer leur colère? Alors, nos revendications ont été très simples. Nous souhaitons et nous voulons et nous demandons, bien entendu, que ceux qui sont encore détenus en Libye soient libérés et ceux qui ont été réduits en esclavage soient réhabilités et reconnus dans leurs droits en tant qu'êtres humains. C'est aussi simple que ça. Nous ne demandons pas le monde et les merveilles, mais aussi reconnaître quelqu'un en tant que tel, en tant qu'être humain. C'est la dignité humaine au jour d'aujourd'hui qui est en jeu. Nous n'allons pas refaire les erreurs du passé. Et au jour d'aujourd'hui, on tend vers cette tendance parce que le Cameroun a déjà réagi. Un diplomate libyen s'est fait lyncher là-bas. Nous ne souhaitons pas que ça prenne une certaine coloration raciale. Ce n'est pas notre objectif. Nous souhaitons juste que ces gens retrouvent leur liberté et réhabilités et réinsérés dans la société pour panser les plaies, pour que la communauté puisse comprendre que ça ne doit pas prendre une certaine proportion raciale, ce que nous redoutons aujourd'hui. Donc notre mobilisation s'inscrit dans ce cadre et nous espérons dans les prochains délais avec... à la sortie de notre entretien avec Madame la ministre, nous espérons bientôt fructifier ces rencontres et trouver des solutions à ce problème honteux qui est à l'actif de ces accords tacites que voilà, nous ne pouvons pas comprendre le pourquoi parce qu'on ne peut pas nous faire gober qu'on peut en vouloir à une personne qui veut aller chercher un monde meilleur, qui quittent son pays parce que les conditions ne sont pas favorables, qui revoient un peu leur marge de manœuvre, comment ils arrivent à soutenir aussi ces différents chefs d'État qui ne sont pas tout à fait très motivés pour apporter des solutions à la demande des citoyens. Le sénateur Bertin Mampaka, tout en exprimant son indignation face à la barbarie que font subir les ravisseurs libyens aux migrants d'Afrique noire, lance un appel à l'égard des chefs d'État du continent africain. Je crois que c'est Martin Luther King qui dit à travers ses nombreuses citations que lorsque l'homme a perdu sa capacité d'indignation, ça devient grave. On a tous le devoir de s'indigner. Moi, je m'indigne. Et puis la deuxième réaction, c'est qu'il faut condamner. Condamner fermement. Je condamne avec violence. Je ne condamne pas tout simplement, je condamne avec violence ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Et puis ensuite, il faut faire cesser immédiatement ces pratiques. Et qui a le pouvoir de faire cesser ces pratiques? Ce sont ceux qui l'ont permis. Je ne vais pas m'en prendre uniquement à Nicolas Sarkozy, qui a entraîné tout l'Occident et l'OTAN dans un règlement de compte personnel avec l'ancien président libyen, Mouammar Kadhafi. Je voudrais juste vous rappeler que moi-même, j'ai été à Tripoli 3 mois avant que le colonel Kadhafi ne soit, comment dirais-je, bombardé et attaqué. J'ai été condamné par vos confrères des médias. Tous les journaux, ici, dans mon pays, ont trouvé que j'étais l'ami de Kadhafi avec... d'autres parlementaires. J'y étais pour ce problème, ici. Kadhafi avait organisé un forum sur la migration, n'est-ce pas? Un retour digne, en Afrique notamment, plutôt que de rester vivre difficilement déjà en Europe. Il était loin de s'imaginer que sur son propre territoire, il allait se pratiquer l'esclavagisme pour lequel l'Union européenne était en train de le solliciter déjà à l'époque, comme on a sollicité Erdogan aujourd'hui, et qu'on lui donne de l'argent pour pouvoir arrêter la migration syrienne. Ce sont les mêmes méthodes que l'Union européenne utilise aujourd'hui pour donner de l'argent à des gens d'Al-Qaïda, parce que moi je considère que ceux qui sont dans ce pays-là aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement libyen légitime, d'après ce que nous tous nous entendons, nous savons. Donc l'Union européenne donne l'argent à ces gens-là, et ces gens-là arrêtent aujourd'hui ces migrants. Les conséquences sont celles-là. Il faut s'indigner, je m'indigne, tout simplement en tant qu'homme, humaniste, pas seulement en tant que noir, je m'indigne fortement. Je condamne fermement en tant qu'homme politique, n'est-ce pas, tous ceux qui nous ont entraînés, vous voyez mon doigt, n'est-ce pas, tous ceux qui nous ont entraînés dans un bombardement économique, tout simplement,
en Libye et qui n'ont pas la capacité de se préoccuper de l'ordre public aux portes de l'Europe, c'est-à-dire à Tripoli aujourd'hui, parce que ce qui se passe là-bas, aujourd'hui ce sont les Noirs qu'on vend, les migrants, demain les conséquences, nous allons les attraper peut-être aux Champs-Élysées et les attraper certainement à la grande place de Bruxelles, ce que je ne souhaite pas. J'aimerais connaître votre réaction parce que cette question ne concerne pas que la Libye, il y a l'Algérie qu'on évoque également. Est-ce que cela ne risque pas de jeter des turbulences dans les relations entre le monde arabe et les pays africains subsahariens? J'espère que cela n'arrive pas. Le monde arabe aujourd'hui a besoin de ses frères subsahariens et les subsahariens dans leur développement et leur avenir. Moi, j'ai toujours été de ceux qui pensaient qu'ils ont un avenir commun, ils sont sur le même territoire pour ce qui concerne, et même ceux qui sont plus loin, sous l'autre méridien. Je crois beaucoup à la capacité du monde arabe, du Moyen-Orient, à faire cesser cette situation. J'avais pensé moi-même à un moment donné à interpeller les ambassadeurs de l'Arabie Saoudite, des pays qui ont du moyen, chez qui aussi se passent certaines choses. On nous parle de maltraitance des minorités subsahariennes dans pas mal de ces pays déjà, n'est-ce pas? Les conditions de travail d'une manière globale. Mais il faut interpeller, c'est un problème maintenant qui devient une priorité par rapport à toute une série au-delà de la sécurité, des attentats. Il faut qu'il y ait un peu d'ordre public sur la planète Terre. Pas seulement à Tripoli, ni à Kinshasa, ni à Douala, ni à Niamey. Il faut qu'il y ait un peu d'ordre. Donc je pense que le monde arabe doit se mobiliser suffisamment, d'abord eux-mêmes, pour faire cesser. Et ils ont les moyens financiers. Demain, un pays comme l'Arabie Saoudite peut largement mettre un charter d'évacuation, un pont aérien, tout simplement. Ils ont des moyens. Emirates, c'est une grande compagnie, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les Émirats arabes unis. Un grand pays arabe, même la Turquie, peut mettre demain un charter pour vider tous les camps de concentration qui se trouvent en Libye aujourd'hui. C'est une question d'une semaine, de quelques jours. On ne doit pas faire des grands sommets, de grands machins. J'espère qu'il y aura un dirigeant qui a la capacité de s'indigner, que ce soit le roi du Maroc, par exemple, ou un autre, pour organiser, mettre un pont aérien à Tripoli, vider toutes ces prisons, pour que les gens puissent retourner chez eux, tout simplement, et on n'en parle plus. Alors, au-delà des chefs d'État arabes ou maghrébins, en tant qu'Africain, j'ai honte. J'ai honte. C'est pour ça que je fais la politique en Europe, n'est-ce pas? Je suis politicien professionnel en Europe depuis 20 ans. Je ne veux pas tous être méchant avec tout le monde, mais comment peut-on se dire encore chef d'État africain et venir se pavaner en Europe et revendiquer une forme de souveraineté, comme ils disent toujours. Souveraineté, quand on est noir, qu'on soit d'Afrique du Sud, ou qu'on soit de Mauritanie, ou encore d'Éthiopie, ou du Rwanda, ou d'Ouganda, comment peut-on se croire encore chef d'État quand on voit ce genre d'images, n'est-ce pas? D'abord, si on ne les a pas vues, c'est que vous êtes mal entourés, vous, mes frères chefs d'État. Si vous ne les avez pas vues, ces images, c'est que vous êtes mal entourés. Si vous ne saviez pas que ça se passe à Tripoli, c'est que vos collaborateurs sont des voleurs. Des voleurs. Ils vous prennent votre argent, des salaires qu'ils ne méritent pas, parce qu'un chef d'État doit être informé. Parce que parmi les gens qui sont à Tripoli, il y a peut-être ces ressortissants qui sont là-dedans. Vous avez des agents de renseignement à Bruxelles pour suivre des étudiants, des chômeurs, etc. etc. Comment est-ce qu'on peut me dire que ces gens, même s'ils n'ont pas d'ambassade ou de représentation diplomatique, ne savent pas? Il y a 48 chefs d'État africains, il n'y en a pas 10 qui étaient au courant de ce trafic qui se fait, de cet esclavagisme depuis 6 mois, n'est-ce pas? Est-ce qu'il fallait attendre ce reportage de CNN? Si on me dit que ces gens n'étaient pas au courant, n'est-ce pas, c'est qu'ils ne dirigent pas. Ils ne dirigent pas le petit morceau de territoire dont chacun se prétend être chef d'État. Je ne vais pas être méchant avec tout le monde, mais ils ne dirigent pas, n'est-ce pas? Je comprends qu'on soit préoccupé, le président Issoufou Mamadou par exemple, préoccupé par rapport au problème de terrorisme dans le Sahel. Le président malien, peut-être l'un ou l'autre, je comprends qu'il soit focalisé sur ça et qu'il n'ait peut-être pas l'occasion de... Mais tous les autres doivent être informés et savoir ce qui se passait. Donc je condamne, j'interpelle avec fermeté mes frères qui sont à la tête des États africains. S'ils ne sont pas capables de construire des routes pour que ces gens-là ne viennent pas mourir dans le désert, je pense qu'ils peuvent affréter un avion, ne fût-ce que pour le faire revenir, même si on doit recommencer 100 fois, pour leurs enfants, pour leur dignité, pour leur... comment dirais-je, leur fierté personnelle. L'esclavage, ce n'est pas simplement la vente, comme on a vu, de nos frères africains. L'esclavage aussi, c'est ce manque de droits que ne bénéficient pas les nôtres dans leur propre pays, et oui, qui sont violés, qui sont maltraités. Les exemples sont courants dans les différents pays subsahariens. Je ne veux pas les citer ici. L'Union européenne, par l'intermédiaire des socialistes et démocrates, ont évoqué un chiffre hallucinant. Les flux financiers illicites qui partent de l'Afrique
pour je ne sais où, au détriment de l'Afrique. Les détournements de fonds publics, ces aides de l'Union européenne qui passent par les circuits de la corruption, voilà ce qu'est l'Afrique. Est-ce que, en tant qu'homme politique, connaissant maintenant ces questions, qu'avez-vous envie de dire à ces chefs d'État? Monsieur, vous qui êtes chef d'État depuis 20 ans, 15 ans, si ce n'est plus pour vous, d'ailleurs, vos vies comme la mienne sont déjà terminées, n'est-ce pas? Celles de vos enfants, vos petits-enfants. Je ne vous demande pas de quitter le pouvoir, je vous demande de créer les conditions pour que nos enfants n'aillent pas mourir dans le désert et pour que le combat de l'homme noir qui s'est libéré ne puisse pas reculer de 100 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne donne même pas de leçons de gouvernance. Je n'ai rien à leur dire, si ce n'est qu'avec le peu que les Européens vous laissent, le peu que les Européens vous laissent, parce qu'il y a les multinationales qui sont là et qui dirigent, on sait bien, il y a dans d'autres pays, on raconte même que les Arabes pratiquent l'esclavage sur leur territoire, n'est-ce pas? Dans les pays subsahariens où des gens sont battus, maltraités, pas de droit de travail, pas de respect dans ce pays-là. Donc je voulais simplement leur dire, sans faire beaucoup de littérature, ni de conférences, ni de réflexions sur les sujets, si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour vos petits-enfants. Moi, mes enfants sont semi-européens. Même s'ils sont semi-européens, vous avez un nom. Vous ne voulez quand même pas que ce nom reste banni dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est votre responsabilité. Vous pouvez encore le faire. Restez 100 ans au pouvoir si vous pouvez. Vous ne pouvez pas enrichir tous vos citoyens, mais vous pouvez leur rendre la dignité. À défaut de faire des routes, à défaut de faire des Africains des gens fiers et dignes, je ne sais pas quoi, et riches, garder et préserver au moins leur dignité. Moi, j'en suis là, à demander à ces chefs d'État de tout faire pour préserver la dignité de l'homme noir. Je voudrais dire à mes frères et chefs d'État qui se réunissent demain ou après-demain à Abidjan, allez changer l'ordre du jour de votre sommet. Organisez un point à rien. Montrez que vous êtes des gens dignes. Montrez que vous êtes des gens dignes, vous avez un peu de fierté. Mettez un point à rien. Videz les camps de concentration ou des choses de Tripoli, au vu au-dessus du journaliste du CNN. Faites au moins ça. Ça coûte le coût de l'essence. Les avions que vous utilisez pour venir faire des courses en Europe, que vos femmes viennent faire des courses avec vos gardes du corps, mettez-les sur Tripoli. Il n'y a quand même pas 100 000 personnes à Tripoli. Et ça peut aller très vite. Les Juifs sont venus chercher les falachas en Éthiopie, ça a duré quoi? Quelques jours, pour évacuer toute une population. Et vous êtes 48 ou 49 ou 54 chefs d'État, même si vous n'avez pas tous les mêmes moyens. Mais vous vous promenez à travers le monde. Cessez vos missions, vos colloques à gauche, à droite, mettez vos avions, y compris des avions privés. Je serais chef d'État africain, moi. J'aurais vu mon avion privé pour montrer au monde, n'est-ce pas? Le faire atterrir à Tripoli en ce moment pour ramasser les gens, les amener partout. C'est la symbolique. Arrêtez. Et si vous faites ça, les Européens vont se sentir coupables, n'est-ce pas? Ils vont se sentir concernés. Demain, on va les manifester à l'Union européenne pour dire que c'est avec l'argent de l'Union européenne que les esclavagistes sont en train d'aller capturer les gens en mer. Parce que c'est ce que j'ai entendu, n'est-ce pas? C'est avec l'argent de l'Union européenne, semble-t-il, que les esclavagistes les subsident. Comme on en a donné à Erdogan, on en donne à des gouvernements illégaux à Tripoli. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils arrêtent les gens et puis les esclavagistes viennent les chercher pour les faire travailler. Donc, avant d'aller interpeller l'Union européenne, que les chefs d'État africains fassent un geste symbolique fort. Le geste symbolique fort, c'est-à-dire qu'ils sont à Abidjan, chacun avec leurs avions. Allez, quand on vous a déposé à Abidjan, envoyez vos avions tous à Tripoli. Je vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Flash Actu. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions.